Bienvenue dans ce tout premier cours du module débutant, courtier et plateforme. Donc le fameux avertissement sur les risques que tu vas retrouver à chaque début de vidéo. Courtier et plateforme. Sans ces deux outils, il ne serait pas possible de trader et d'analyser les marchés financiers. D'où l'importance de bien les choisir avant de se lancer. C'est vraiment les outils qu'on va utiliser au quotidien dans notre trading en fait. Le courtier, c'est l'intermédiaire financier qui permet de prendre position sur les marchés financiers. Sans courtier, il ne serait pas possible de prendre position. Il se rémunère via les spreads, les commissions et le swap. Donc en fait, nous, on est là en tant que trader. On va passer un ordre qui va d'abord arriver chez notre courtier, chez notre broker. C'est la même chose en anglais. Et ensuite, notre broker va transmettre le lien à la bourse, tout simplement. Sans broker, il ne serait pas possible de faire de trader à bourse. La plateforme, à ne pas confondre avec le courtier, c'est bien deux choses différentes. La plateforme, c'est une interface graphique où est retranscrit le prix d'un actif avec de nombreuses fonctionnalités. Il est possible d'analyser des graphiques et de passer des ordres d'achat et de vente. On verra qu'à chaque graphique, il y a plein de spécificités, on peut ajouter des indicateurs, différentes unités de temps, etc., etc. Choisir son courtier. Alors il en existe plein et le choix aura un impact sur les performances de trading. Quelques critères de sélection. Le plus important, c'est la régulation. Si le courtier n'a pas de régulation, s'il vous plaît, passez votre chemin, fuyez, sinon vous n'allez jamais récupérer votre argent. Donc tout ce qui est AMF, FCA, SISEC, ASIC, c'est plutôt sûr, c'est good, vous pouvez y aller. Après, il faut vérifier la liste des actifs disponibles. Parce que si vous voulez trader des actions et que votre courtier ne propose pas des actions, ça va être légèrement compliqué. Ensuite, renseignez-vous sur tout ce qui est avis, notoriété, ce que vous pouvez retrouver sur Internet, ce que vous entendez autour de vous, etc. La plateforme proposée, parce que justement, chaque courtier ne propose pas toujours les mêmes plateformes. Alors, on verra que chaque courtier propose les plateformes MetaTrader 4 et 5 généralement. Mais certains courtiers ont d'autres plateformes. Les frais de trading et les conditions de négociation, qui sont très très importantes, savoir si vous voulez un compte standard, un compte sans commission, un compte avec de faibles spreads, un compte sans swap, etc., etc. Et les spécialités du broker. Certains brokers vont être spécialisés en indices, d'autres en forex, d'autres en actions, etc., etc. Donc l'idée c'est d'aller là, dans le courtier qui vous correspond le plus. Et aussi ne jamais accepter les bonus de bienvenue. Parce que ça, en fait, ça va vous mettre dans la merde plus qu'autre chose. C'est vraiment un truc à fuir. Ceux qui vous proposent ça, généralement, c'est pas bon bail. Les courtiers conseillés. Donc je vous en ai mis quelques-uns, je les ai tous utilisés, j'ai tous tradé dessus. Donc Vantage, qui est plutôt connu. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il permet d'avoir un effet de levier assez élevé, ce qui peut être bien et pas bien, on verra ça plus tard, pour les petits comptes et les petits capitaux. Ils sont spécialisés dans le forex et ont de très bonnes conditions de négociation. Après, j'ai mis IG. Alors IG, c'est vraiment le courtier qui est un petit peu spécialisé dans tout. Mais la spécificité de celui-là, c'est qu'en fait, il propose déjà sa propre plateforme et en plus, il propose la plateforme Pro Real Time. Donc je sais que certains adorent cette plateforme, c'est pour ça que j'ai mis IG. Et honnêtement, tout ce qui est service client, etc. à côté, il n'y a rien à dire, c'est top. IC Market. Alors pareil, moi, c'est clairement mon broker préféré. Parce qu'on a accès à la plateforme CTrader que j'apprécie beaucoup. Alors un peu moins maintenant que je suis sous propre firme, mais je l'aime beaucoup. Et les conditions de négociation sont nickel également. Et Admiral, pourquoi? Parce qu'Admiral, en fait, bon, j'ai travaillé là-bas, mais aussi parce qu'ils sont spécialisés dans les indices boursiers et qui proposent des spreads très 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 compétitifs. Je ne sais pas s'il y a mieux ailleurs, honnêtement. Ensuite, choisir sa plateforme. Donc là, il y a quelques critères de sélection, mais c'est un petit peu plus propre à chacun. Vous allez avoir l'ergonomie de travail, le design, est-ce que la plateforme vous plaît? Parce que quand vous restez toute la journée devant MT4, je vous assure qu'au bout d'un moment, les yeux, vous allez saigner, c'est pas possible. Les outils et les indicateurs mis à disposition, parce qu'il n'y a pas les mêmes indicateurs qui sont dispo partout. Et les unités de temps disponibles. Sur MT4, par exemple, vous allez pouvoir aller en 1 minute, en 5 minutes, mais vous n'allez pas pouvoir aller en 2 minutes ou 3 minutes, etc., etc. Donc les plus connus en plateforme, il y a TradingView, MetaTrader 4, 5, Pro Real Time, PRT et CTrader. Et il y en a encore plein d'autres que vous pourrez découvrir par la suite. Moi, clairement, ce que je fais et ce que les gens font généralement, c'est qu'on va analyser nos graphiques sur TradingView et on va passer et manager nos ordres via MetaTrader. Et bien sûr, vous pouvez tester plusieurs courtiers et plusieurs plateformes en créant des comptes démo gratuitement. Certains comptes démo, je crois, sont valables que pour une durée de 30 jours. Mais au pire des cas, vous recréez un compte démo derrière, il n'y a aucun souci, c'est totalement gratuit et au moins vous pouvez toucher un peu à tout et vous entraîner. Les classes d'actifs. Il existe plusieurs classes d'actifs et produits financiers. Ils ne fonctionnent pas et ne se travaillent pas tous de la même manière. C'est des choses qu'il faut bien prendre en compte avant de commencer à trader. On ne trade pas sur n'importe quoi. Les actions, pour le plus connu. Les actions permettent d'investir dans une entreprise, comme Total, Apple, Microsoft, etc. Si l'entreprise a une bonne croissance, alors elle pourra reverser du dividende à l'actionnaire et l'action sera valorisée, ce qui peut procurer deux types de revenus pour le détenteur.
Généralement, on investit sur les actions avec une vision moyen-long terme. Les indices boursiers. Les indices boursiers fournissent une vision de la santé économique d'un pays ou d'un secteur. Le CAC 40 est composé des 40 plus grandes capitalisations françaises. Le Nasdaq 100 des 100 plus grandes sociétés technologiques américaines. Tous les styles de trading sont possibles. Vous pouvez faire du long terme, du court terme, de l'intraday, etc., etc. Le Forex correspond au marché d'échange. C'est un lieu d'échange virtuel des devises où les cotations fluctuent non-stop. C'est le deuxième marché le plus important en termes d'échange quotidien. Plus de 6500 milliards de dollars échangés. Le premier marché, si jamais, c'est le marché de la dette, des obligations. Par exemple, l'euro-dollar correspond à la valeur de l'euro contre le dollar américain. Et l'USD JPY correspond à la valeur du dollar contre le yen. Les matières premières ou commodities sont des matières à l'état brut, qui ne sont pas ou peu transformées. Parmi les plus négociées, on retrouve le pétrole, l'or, le gaz, le palladium, l'argent, enfin un peu tout quoi. C'est un marché volatile qui varie considérablement selon les événements sociopolitiques. Comme la guerre en Ukraine, on assiste à une hausse des matières premières. Généralement, quand le monde est un peu dans une insécurité, on verra l'or augmenter. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des actifs numériques se servant d'un réseau informatique et reposant sur une technologie appelée blockchain, dans le but de pouvoir effectuer des transactions entre des entités. Les plus connus, Bitcoin, Ethereum. Pour ce qui est crypto, alors en futur, vous pouvez les trader en intraday, il y a parfois des opportunités sympas. Sinon, ce sera plutôt du holding du long terme. Les obligations. Donc c'est le marché des taux ou de la dette. Ce sont des titres utilisés par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. C'est le plus gros marché du monde. On reçoit un intérêt en rémunération de ce prêt appelé le coupon. Au terme prévu, généralement entre 5 et 30 ans, l'émetteur vous rembourse le montant emprunté. Ce sont des investissements très long terme. Enfin, 5 ans, on est sur du moyen long terme, 30 ans, on est sur du très long terme. On est sur un vrai investissement là. On n'est plus trop sur du trading. Les CFD, Contract for Difference. Les CFD sont des produits dérivés qui reposent sur un sous-jacent, comme le CFD du DAX, de l'euro-dollar, du gold, etc., etc. Ce sont des produits de gré à gré entre le broker et vous, d'où l'importance d'avoir un broker régulé. L'accès à ces produits est plus facile pour les débutants. Ils permettent de trader à moindre coût, de 10 centimes à X euros le point. Et il est facile de diversifier son portefeuille grâce à ces produits. Pourquoi c'est plus facile pour les débutants ? Enfin, plus simple à trader, parce qu'en fait, les futurs, un lot futur DAX correspond à 25 euros le point. Donc vous comprenez bien qu'il faudrait un capital déjà assez élevé pour pouvoir trader les futurs et respecter d'ailleurs son money management. Les futurs, ce sont des contrats à terme. Leur prix dépend de l'évolution des prix de leurs sous-jacents. Ce sont des produits standardisés. Les échanges se font directement via une place boursière. L'accès à ces produits demande un capital plus élevé, c'est ce que je disais juste avant, et n'est pas conseillé pour les débutants. Donc voilà, là je vous ai remis un contrat futur égale 25 euros par point sur le DAX. Après, il existe des mini DAX à 5 euros le point, etc. Mais ça reste, il faut déjà des capitals assez élevés pour ça. Les options. Les options sont des produits dérivés qui donnent le droit d'acheter ou vendre une quantité d'actifs, actions, devises, matières premières, etc. pendant une période et à un prix convenu à l'avance. L'exercice de ce droit n'est en aucun cas une obligation. Il existe deux types d'options. Une option d'achat, call, qui donne le droit à son détenteur d'acheter une certaine quantité d'actifs à une date et à un prix convenu à l'avance, et une action de vente, put, qui donne le droit à son détenteur de vendre une certaine quantité d'actifs à une date et à un prix convenu à l'avance. Il existe bien évidemment d'autres produits, mais ils ne seront pas abordés dans cette formation. On a les warrants, les swaps, les turbos, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse tout simplement aller voir sur YouTube à quoi ça correspond. Mais nous, personnellement, on n'en aura pas besoin dans cette formation. Pour trader sur un produit financier, il faut envoyer un ordre d'achat ou de vente à son intermédiaire financier, qui le transmettra ensuite au marché. Il existe différents types d'ordres pour répondre aux différentes attentes et stratégies d'investissement. Nous verrons les 4 types d'ordres les plus importants, qui sont d'ailleurs ceux que nous utiliserons le plus dans notre trading. L'ordre au marché, c'est le plus connu, donc l'ordre au marché est prioritaire sur tous les autres ordres. C'est celui qui aura l'exécution la plus rapide par rapport à tous les autres ordres et peu importe la quantité demandée. Il sera déclenché instantanément. C'est généralement l'ordre le plus utilisé en trading. C'est celui où sur votre plateforme de trading MT4, en haut à gauche, vous verrez Buy Sell et en cliquant simplement dessus, là vous rentrez au marché en fait, tout simplement. L'ordre limite. L'ordre limite ou conditionnel permet de maîtriser un prix d'exécution qui peut être partiel ou total en fonction de la quantité disponible. C'est un ordre qui est placé à l'achat en dessous du marché ou un ordre de vente au-dessus du marché à un prix déterminé. Par exemple, si vous vous dites « j'aimerais bien vendre le DAX à 15 000 », le prix est à 14 900 mais vous ne pouvez pas être disponible. Vous mettez un ordre de vente limite à 15 000.
Si le prix arrive aux 15 000, votre ordre sera automatiquement déclenché. Par contre, vous ne serez pas prioritaire. C'est-à-dire que si vous mettez 50 lots, par exemple, il est possible que seulement 40 soient disponibles et vous ne rentrerez sur le marché du coup qu'à 40 lots. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Ensuite, l'ordre du stop loss. C'est un ordre relié à votre ordre initial afin de limiter les pertes si le marché invalide votre scénario. Le stop loss est indispensable dans votre trading. Je répète, le stop loss est indispensable dans votre trading et dans votre gestion des risques. Si vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez aucune gestion de risque, pas de money management, vous allez cramer votre compte. Donc, avec un ordre d'achat, votre SL sera placé en dessous de votre ordre, et avec un ordre de vente, votre SL sera placé au-dessus de votre ordre. Un SL pourra être remonté pour protéger votre risque en fonction de l'évolution de votre trade. Par exemple, si vous prenez le trade, vous rentrez à 15 000 en achat sur le DAX, que le DAX arrive à 15 100, vous pouvez déplacer votre SL à votre point d'entrée, on appelle ça le break-even, ce qui fait que si le prix redescend sur les 15 000, eh bien, vous ne perdrez tout simplement pas d'argent. Vous pouvez aussi mettre un stop suiveur sous les plus bas ou plus hauts en fonction des trades que vous prenez pour avoir des gains si le prix redescend dans tous les cas. Également, ça marche aussi. Et ensuite, l'ordre de take profit. C'est un ordre relié à votre ordre initial afin de définir un objectif de gain. Donc c'est pareil que le stop loss, mais grossièrement dans l'autre sens. Si le marché atteint votre take profit, alors votre ordre initial se fermera automatiquement en positif. Comme pour le SL, on place généralement toujours un TP sur nos trades pour connaître à l'avance notre risk-reward. On parlera de risk-reward un petit peu plus tard, mais c'est important de le connaître à l'avance pour voir si vraiment ça vaut le coup de prendre le trade ou pas. Type de trading et unité de temps. Il existe différents styles de trading et de manières de trader, notamment en fonction des unités de temps travaillées. L'unité de temps permet de définir un horizon d'analyse et le type de trading. Il faut déterminer son profil de trader et ne pas s'enfermer dans un type de trading par envie sans avoir pris le temps de considérer si cela était réellement l'option la plus adaptée. Il faut également prendre en compte son emploi du temps. Une personne qui fait 70 heures par semaine sans pouvoir regarder un écran pourra difficilement faire du scalping ou de l'intraday. C'est totalement logique. C'est ça. C'est vraiment, il faut adapter votre type de trading à votre emploi du temps et pas l'inverse. J'en vois trop qui font cette erreur. Donc on va commencer par le swing. Alors le swing en termes de durée, c'est du moyen long terme, entre quelques jours à quelques semaines. Ça peut durer quelques mois, quoique à partir de quelques mois, on va plutôt parler d'investissement plutôt que de swing. Les unités de temps travaillées, donc on va généralement analyser du monthly au daily pour tracer nos zones de prix, etc., etc. Et on va faire une prise de position en 4 heures ou 2 heures, voir si vous voulez affiner et avoir une entrée un petit peu mieux en achat. En termes d'approche, c'est un trading de patience. Il faut avoir une vision long terme, exploiter les grosses zones mensuelles, hebdomadaires et daily, et les tendances. Et c'est un travail qui se fait sur plusieurs actifs. Pourquoi sur plusieurs actifs? Tout simplement parce que des setups swing, si vous travaillez que sur le DAX par exemple, vous allez en avoir que très peu. Et vous allez vous retrouver à la fin de l'année à avoir pris 4 trades. C'est une image. C'est pour ça qu'il faut faire un travail de veille un petit peu sur plusieurs actifs, que vous maîtrisez bien sûr évidemment. Les personnes concernées, c'est ceux qui travaillent à temps plein, qui n'ont pas d'accès à un écran et qui ont une surcharge de travail. Ensuite, mon type de trading préféré, l'intraday. Alors en termes de durée, c'est du moyen court terme. On va être entre moyen court terme pour du trading, je précise. On va être entre quelques minutes à quelques heures. Voire on peut rester plusieurs jours en day trading, il n'y a pas de souci non plus. Les unités de temps travaillées. On va commencer notre analyse en H2 et on va descendre jusqu'en 30 minutes. Et on va plutôt faire des prises de position en 15 minutes, voire jusqu'aux 1 minute. Voilà. En termes d'approche, ce qui est bien avec ce type de trading, c'est qu'il y a plusieurs opportunités par jour et par actif. Donc vous pouvez travailler qu'un seul actif. Par exemple, moi je travaille le DAX et l'euro-dollar, je ne travaille pas le reste. Ça m'a permis d'apprendre plus ou moins par cœur le mouvement de ces actifs, entre guillemets évidemment, et du coup d'avoir des opportunités quotidiennes sur les deux. Et la psychologie est moins impactée en intraday, parce que vous êtes moins dans l'attente, on va dire. Moi, je suis quelqu'un de pas patient, le swing c'est très compliqué. Personne concernée, faut avoir un peu de disponibilité pour gérer et surveiller ses positions. Si vous êtes employé dans un bureau et que vous avez accès à un écran, globalement, vous pourrez faire de l'intraday. Bon, c'est pas la solution la plus adaptée, mais ça passe. Et enfin, le scalping. Donc là, en termes de durée, on est sur du très court terme, entre quelques secondes à quelques minutes. Pour ce qui est de l'analyse, on va commencer en 1 heure et finir sur du M5. Et on va faire des prises de position en 5 minutes, 1 minute, voire en seconde, voire en ticks. Les ticks, qu'est-ce que c'est? Un ticks correspond à une transaction.
Donc, par exemple, si vous mettez votre graphique en 50 ticks, vous verrez toutes les transactions, toutes les 50 transactions, pardon, une nouvelle bougie apparaître. Attention tout de même à tout ce qui est ticks, ça ne marche que sur les futurs. Il y a certains brokers CFD qui les proposent, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, donc faites très attention avec ça, c'est à prendre avec des pincettes. Vaut mieux vous mettre en seconde si vous êtes sur CFD. En termes d'approche, vous allez avoir énormément d'opportunités, vous allez pouvoir prendre peut-être 50 trades par jour, hein, mais c'est très difficile et vous allez vraiment ressentir une pression éprouvante. Souvent, on voit les débutants se lancer dans le scalping en se disant voilà, je prends 5-6 trades, 10 trades par jour, je fais ma journée, etc. C'est pas du tout le cas, ça se passe pas comme ça. Le scalping, c'est vraiment le mode de trading le plus compliqué. Et là, par contre, les personnes concernées, il faut être toute la journée devant le graphique. Vous pouvez pas dire je fais du scalping pendant une demi-heure et partir, quoi. Ça n'existe pas. Pour conclure, peu importe le style de trading, on ne traite pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Plus on est dans le marché et plus on est exposé au risque. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut, entre guillemets. On attend que notre plan se réalise avant de rentrer dans le marché. Si on loupe notre setup, tant pis, il y en aura d'autres. Plus l'unité de temps est courte, plus elle est dure à trader. Elle bouge plus rapidement et donc donne plus de faux signaux. Si on a un plan swing, ça sert à rien de se mettre en 5 minutes ou 1 minute et de regarder chaque variation de prix toute la journée. Il faut laisser vivre le prix. Le prix travaille, il doit retracer, il fait des mouvements brusques, après il retrace, il refait un mouvement brusque. Ça va jamais faire un tout droit. Et alors si vous prenez des setups daily, vous vous mettez en 1 minute, je peux vous dire que vous allez devenir complètement fou. Donc c'est vraiment pas le but. Les différentes analyses en trading. Il existe 2 méthodes d'analyse sur les marchés financiers, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. On va voir ça tout de suite. L'analyse technique est une manière d'étudier et d'anticiper les mouvements de cours des marchés financiers en se basant sur l'historique des graphiques d'un actif. Elle repose sur l'idée que si un investisseur peut identifier les tendances de marché, celles-ci peuvent constituer une prédiction assez précise des futures trajectoires. Pour nous aider, nous allons afficher et utiliser les chandeliers japonais sur notre graphique. Ces derniers nous donneront 5 informations principales sur la lecture et la compréhension du prix. Alors grâce aux chandeliers japonais, on va pouvoir repérer la tendance, la psychologie du marché, les anticipations et les réactions des investisseurs, et on va pouvoir utiliser notre stratégie. Et on verra aussi juste après que la lecture est plutôt simple. De plus, les chandeliers japonais pourront donner des indications d'achat, de vente, de continuation et de retournement de tendance. On verra ça dans le module analyse technique sur les patterns des chandeliers. Donc voilà à quoi ressemblent des chandeliers japonais ou bougies, vous appelez ça comme vous voulez. Donc pour la bougie haussière, on a une belle bougie verte ici. Le rectangle au milieu de couleur correspond au corps de la bougie. Et les 2 traits que vous voyez en haut et en bas correspondent aux mèches. Donc pour une bougie haussière, donc là il y a eu un inversement au niveau de la légende, je ne sais pas pourquoi, mais l'ouverture est ici, donc le prix ouvre à cet endroit-là, et le prix clôture à cet endroit-là. Par exemple, si vous mettez votre graphique en 15 minutes, une bougie correspondra à 15 minutes. Et en 15 minutes, le prix aura ouvert ici et clôturé ici. Les mèches, qu'est-ce qu'elles représentent? En fait, ça veut dire que le prix a ouvert ici, en bas, mais que pendant la séance, pendant les 15 minutes, il est descendu jusqu'ici, et il est remonté ensuite jusqu'à là, avant de clôturer. Pour le plus haut, c'est la même chose, le prix est monté jusqu'en haut, mais il est redescendu légèrement. Pour la bougie baissière, c'est exactement la même chose, à une différence près, la couleur, et l'ouverture se fait ici, en haut, et la clôture se fait bien en bas, étant donné que c'est une bougie baissière. Voilà, tout simplement. L'analyse fondamentale, c'est une méthode permettant d'évaluer la valeur intrinsèque d'un actif et d'analyser les facteurs pouvant influencer son prix futur. Cette forme d'analyse se base sur des événements et des influences externes ainsi que sur des bilans financiers et des tendances observées au sein de l'industrie concernée. Micro, macroéconomie, news flow, sortie de résultats, géopolitique, etc., etc. Processus pour devenir rentable en trading. Avant de se lancer sur les marchés financiers, il faut comprendre que le processus afin de devenir rentable en trading ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous connaissez sûrement la phrase « Rome ne s'est pas construit en un jour ». C'est exactement la même chose en trading. Un trader ne devient pas rentable du jour au lendemain. En trading ou en sport d'ailleurs. Vous ne devenez pas sportif professionnel en 2 semaines. Là, on va plutôt parler pour le trading de minimum 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans. Il va falloir passer par 4 grandes étapes avant de performer sur les marchés. Dans un premier temps, il va falloir vous former. Il ne faut pas se lancer sur les marchés financiers sans formation et sans connaissance. Sinon, ça se résumerait à faire du casino. On n'est pas là pour faire du casino, on est là pour apprendre un métier et performer sur les marchés financiers. Il faut donc connaître les bases du trading, apprendre et appliquer une méthode qui convient à votre emploi du temps et à votre psychologie, et qui puisse être fonctionne.
Ensuite, il faut appliquer. Il faut commencer à créer un compte démo pour tester les stratégies. Une fois que vous êtes rentable en démo, vous pouvez passer en réel. Évitez de rester trop longtemps en démo, dans le sens où votre psychologie ne sera pas du tout entraînée en démo. Parce que même si vous appliquez votre stratégie à la lettre en démo, c'est très bien, il n'y a pas de souci, vous êtes déjà discipliné, mais vous n'avez pas les émotions de quand vous êtes exposé en réel sur le marché. Donc ça n'a rien à voir. Donc ne restez pas trop longtemps bloqué en démo, s'il vous plaît. Ensuite, il faut se perfectionner. Donc ça va passer par ouvrir un petit compte en réel pour justement tester sa psychologie. Il faut toujours continuer d'apprendre et de perfectionner son trading à côté. Rien n'est acquis, c'est comme tout dans la vie. Et après, ce sera la rentabilité. Donc vous allez pouvoir augmenter votre capital, passer des challenges dans des propres firmes pour vous faire financer un compte de trading important et pour pouvoir potentiellement en vivre. Réussir en trading. Pour réussir en trading et perdurer sur le long terme, il va falloir respecter 3 composantes primordiales. Sans elles, un trader court à sa perte. Tout d'abord, la stratégie. Il est nécessaire de mettre en place un plan et des règles afin d'intervenir sur les marchés financiers avec une vision claire et ce, de manière disciplinée. Sans stratégie, il ne serait pas possible d'agir et cela reviendrait à faire du casino. Il existe énormément de stratégies rentables, mais la stratégie miracle avec un taux de réussite à 100% n'existe pas. Si quelqu'un vous dit le contraire, s'il vous plaît, fuyez, c'est un pseudo-trader ou encore un gourou qu'on trouve sur internet, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Il faudra trouver la stratégie qui vous correspond le mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des stratégies, comme je l'ai dit auparavant, il en existe énormément. Certaines sont plus conservatrices, d'autres plus agressives, d'autres sont plus axées sur le swing, d'autres sur le scalping et d'autres sur l'intraday. Donc en fonction de vous, de votre psychologie, de votre emploi du temps, il faudra trouver une stratégie qui vous convient. Ensuite, la gestion du risque. Avant de vouloir gagner de l'argent, il faut penser à ne pas en perdre et protéger son capital. Gérer son risque, c'est savoir à l'avance combien de capital on va allouer pour tel ou tel setup. Cette variable est indispensable à votre réussite. Les petits malins qui ne la respectent pas finissent tous par cramer leur compte de trading. Et pour finir, la psychologie. Il est primordial de gérer ses émotions et rester rationnel face au marché. Avec une mauvaise psychologie, votre trading ne sera jamais rentable. D'où l'importance d'avoir une stratégie dans laquelle on a confiance et une bonne gestion du risque pour ne pas stresser bêtement et prendre de mauvaises décisions. C'est la composante la plus cruelle du trading. Elle peut se travailler en lisant des livres, en faisant du travail sur soi-même, mais certaines personnes seront incapables de passer le cap et ne seront jamais rentables. Le mindset à avoir. La discipline et le mindset sont des choses indispensables à travailler lorsque vous voulez acquérir de nouvelles compétences, entreprendre et avancer dans votre vie. Et ce, peu importe le domaine. Encore une fois, l'exemple du sport, qui va revenir assez souvent dans la formation, vous verrez. C'est encore plus vrai en trading. Si vous voulez obtenir des résultats et surtout devenir un trader rentable, vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas si certains connaissent la loi de Murphy, donc je vais vous la lire. S'il y a plus d'une façon de faire quelque chose et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour le faire de cette façon. J'interprète cette phrase de cette manière, c'est qu'en fait, si une première erreur est faite, elle entraîne un état de stress qui amène fréquemment à d'autres erreurs. Et la situation, du coup, ira de plus en plus mal avec le temps et le nombre d'erreurs. Ça fait un petit peu effet boule de neige, en fait, si vous voulez. Moi, j'ai été dans ce cas de figure une fois. C'est vrai que plus je faisais d'erreurs, plus j'avais l'impression que le monde allait s'abattre sur moi et j'avais du coup un mauvais mindset en fait et je pouvais pas gagner et être rentable dans cette situation. Pour gagner, au-delà de la formation, il faut se fixer ses propres règles et routines et il faut avoir le contrôle sur soi et maîtriser ses émotions. Je vous inviterai à aller checker mes feuilles de route sur le DAX et l'euro-dollar qui sont disponibles dans le Discord. C'est une feuille de route que je lis chaque matin depuis maintenant 2 ans et qui me permet de faire le moins d'erreurs possible dans ma journée. Brûler les étapes serait une grosse erreur et c'est votre capital qui en paierait les conséquences, et votre psychologie d'ailleurs. C'est un peu comme se proclamer avocat sans avoir lu un seul texte de loi. Le processus pour devenir trader est long et il faut apprendre petit à petit et surtout comprendre ce que l'on fait. Le par cœur ne marche pas en trading, c'est l'automatisation de votre stratégie, la gestion des risques et de votre psychologie qui prime sur tout le reste. Faut toujours se remettre en question, surtout au début. Il faut impérativement travailler sur vos points faibles. Vous pouvez faire une série de backtests, tenir un journal de trading en live et noter votre biais psychologique au moment de la prise de position, le nombre de confirmations, est-ce que le setup était en règle avec votre stratégie, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez analyser chaque trade en fonction de tous ces biais et tous ces paramètres et vous pouvez voir les moments où vous êtes plus rentable que les autres. Vous ferez des pertes comme tout le monde et vous en ferez tout au long de votre carrière de trader. Cela va de même si vous êtes employé, sportif de haut niveau ou indépendant. Tout le monde fait des erreurs, ce n'est pas une fin en soi. Sinon la vie serait trop facile et personne n'aurait de mérite à réaliser ce qu'il fait. Il faut comprendre et continuer de travailler jour après jour et en faisant une chose après l'autre. Ça sert à rien d'apprendre 150 choses en même temps, surtout en trading. Parce qu'en fait, vous allez vous disperser et à la fin, vous allez vous mélanger et vous risquez de ne plus rien comprendre. Et ça, c'est réel, je l'ai aussi fait au début. J'étais partout et en fait, en étant partout, on est tout simplement nulle part. Vous n'avez pas de limite de temps, les marchés seront toujours là demain. Si vous loupez le train aujourd'hui,
Vous inquiétez pas, demain vous allez vous lever, le DAX 40, l'euro-dollar seront toujours là. La gestion du risque est une des composantes les plus importantes pour devenir un trader rentable sur le long terme. Généralement, les traders qui ne sont pas rentables sont ceux qui ont une mauvaise psychologie ou une mauvaise gestion du risque. Cela vient rarement de la stratégie. Cependant, une stratégie 100% gagnante n'existe pas. Il faut savoir accepter les pertes car elles sont inévitables. Cela passe par la maîtrise de la gestion du risque. Vous verrez plus tard dans la formation, il y a un module qui est totalement dédié à la gestion du risque parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Après, pas de panique, pour réussir à maintenir une bonne gestion du risque, ça dépend plus de votre discipline que de votre compréhension sur ce qui va suivre. L'objectif principal en trading n'est pas de gagner de l'argent, mais de conserver son capital. Les gains viendront ensuite. Pourquoi c'est important d'avoir une gestion des risques? Parce que ça permet de conserver notre capital, d'éviter d'avoir une perte qui efface une série de trades gagnants en une seule fois, éviter de laisser le stress prendre le dessus sur sa rationalité et toujours avoir des gains supérieurs aux pertes. Donc vous comprenez que tous ces composants réunis ici ne donnent envie qu'une chose, c'est de respecter cette gestion des risques. Comment gérer son risque justement? Il faut se fixer une limite de perte par trade. 1% maximum. Si vous avez un compte, je dis n'importe quoi, à 2 millions, vous n'allez pas prendre 1% par trade non plus. Vous allez plus prendre du 0,1, 0,01. C'est une image encore une fois. Se fixer une limite de perte quotidienne. Par exemple, vous vous dites, bon, ok, je prends 0,5% de risque par trade. Si je perds 1,5% dans la journée, ce qui est déjà pas mal, j'arrête de trader. Se fixer une limite de gain quotidien. Si vous prenez 5% dans la journée, ce que je vous souhaite, ça sert à rien de rester devant l'ordi et de continuer de trader. Sortez, allez vous aérer l'esprit, faire du sport, je sais pas, mais ça sert à rien de faire de l'overtrading, c'est complètement ridicule. Il faut toujours définir son SL et son TP, donc son risk reward, avant de rentrer en position, et pas après être rentré en position. Il ne faut pas engager une somme trop importante de son capital sur plusieurs trades en même temps. Il faut gérer son effet de levier, diversifier son risque, et il ne faut pas se positionner dans le même sens sur des produits corrélés. On verra ce que c'est la corrélation entre les produits dans le module fondamental. Pour conclure, maîtriser son risque permet de maîtriser sa psychologie, ses émotions, et donc les performances de son trading. Peu importe la taille de votre stop loss, votre perte doit toujours être la même. S'il vous plaît, ancrez-vous ça bien dans la tête, parce que je vois trop de personnes, même sur des groupes de signaux, qui disent vous avez 1000 $, il faut que vous posiez n'importe quoi, un lot DAX, parce que vous avez 1000 $. Bah non en fait, parce que ton stop, un coup il est à 100 points, un coup il est à 20, un coup il est à 50. Donc non, il ne faut pas poser un lot par rapport au capital. Il faut poser un lot en fonction de la taille du stop loss. C'est lui qui va définir votre perte. Donc c'est en fonction de la taille du stop que vous allez savoir combien de lots vous allez pouvoir prendre. C'est la taille de votre lot qui augmente ou diminue en fonction de la taille de votre stop loss, c'est ce que je viens de dire, d'où l'importance de connaître à l'avance son niveau d'invalidation. En fonction du setup que l'on va prendre, le risque alloué peut varier. On peut prendre un pourcentage plus bas de risque avec un setup swing ou scalp ou inversement, etc., etc. Ça, c'est vous qui gérez. Moi, personnellement, en swing, je vais prendre des positions un peu plus grosses, mais je vais vraiment laisser le trade vivre. En scalping, on va prendre des positions avec un pourcentage de risque très bas. Très très bas. Le risk reward, aussi appelé RR, est le ratio qui mesure le gain potentiel contre la perte potentielle. Son calcul est simple, il suffit de diviser la taille de votre TP par la taille de votre SL. Jusque-là, normalement, tout le monde doit me suivre. Risk reward et win rate. Alors c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Par exemple, si vous avez un compte à, on va dire, 100 000 $, 100 000 euros du coup, que vous décidez de prendre 1% de risque par trade, vous perdrez toujours 1000 euros, 1000 $ par trade, toujours. Cependant, si derrière vos gains potentiels, donc votre TP, est de 500 euros, vous avez donc un risk reward de 0,5. Et vu que vous avez un risk reward de 0,5, il va falloir que vous ayez 67% de trades rentables pour espérer gagner de l'argent. Sinon, si vous êtes en dessous, vous n'en gagnerez pas. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours perdre la même somme, mais de gagner au moins 2 fois plus, d'avoir au moins un risk reward d'1 sur 2. On va le voir ici directement. Avec un risk reward d'1 sur 2, vous perdez toujours 1000 euros si vous perdez, mais si vous gagnez 2000 euros. Donc si vous avez un taux de réussite seulement, entre guillemets, de 33%, eh bien, vous serez rentable sur les marchés financiers. Et plus on monte, plus le win rate nécessaire pour être rentable diminue, évidemment. Bien sûr, plus le risk reward est élevé,
et plus la chance que le trade n'aille pas jusqu'au TP s'agrandit. C'est totalement logique et normal. C'est pour ça qu'il faut trouver un entre-deux qui vous convient par rapport à vous et votre stratégie, etc., etc. Mais là, pour un dernier exemple, on voit que si vous avez un risk-reward de 1 sur 5, donc vous perdez toujours 1000 euros, mais potentiellement vous en gagnez 5000, il suffit que vous ayez seulement 17% de trades gagnants pour être rentable. Donc, bon, c'est très peu, mais par contre, en fait, le risk-reward va beaucoup jouer sur la psychologie. Est-ce que vous préférez, en fait, avoir une stratégie gagnante à 80-90% du temps, je dis n'importe quoi, et avoir des gains récurrents assez fréquemment, mais toujours des petits gains entre guillemets, ou avoir une stratégie avec un taux de réussite à 30-40%, voire très rarement des gains, mais quand vous avez des gains, vous faites des gains énormes. J'aime bien les deux, mais psychologiquement, l'une est plus dure que l'autre. La deuxième que je vous ai présentée est plus dure que l'autre. Pour conclure, c'est un petit peu ce que je vous disais à l'instant. On peut déduire qu'avec un risk-reward de 1, il faut avoir un taux de réussite par trade supérieur à 50% pour être rentable, avec un RR de 2, 33% pour être rentable, et avec un RR de 3, 25% pour être rentable. La tendance est la direction générale du prix. C'est lorsqu'un marché effectue un mouvement clair et soutenu, à la hausse ou à la baisse. Identifier le début et la fin des tendances de marché est un des rôles clés de l'analyse technique et du trader. Pour faire simple, sans analyse de la tendance au préalable, vous ne pourrez pas être rentable parce que vous n'allez pas savoir dans quel sens réellement va le marché ou potentiellement il va aller. Donc une tendance haussière, elle se met en place lorsque les hauts et les bas sont de plus en plus hauts. A l'inverse, une tendance baissière sera observée si les bas et les hauts sont de plus en plus bas. Les tendances peuvent être plus ou moins fortes et plus ou moins longues, et il existe des tendances primaires, secondaires et tertiaires. On appelle ça le principe de fractalité qu'on verra dans des cours un petit peu plus avancés. Donc je vous ai mis une tendance haussière et baissière, donc là on voit bien les points hauts qui sont de plus en plus hauts à chaque fois, et les points bas qui sont aussi également de plus en plus hauts à chaque fois. Pour la tendance baissière, c'est totalement l'inverse, les points hauts qui sont de moins en moins haut et les points bas qui sont de plus en plus bas. Une tendance reste pérenne tant que le prix ne vient pas casser le précédent plus bas dans le cas d'une tendance haussière ou le précédent plus haut dans le cas d'une tendance baissière. Quand cela se produit, on est sur un potentiel retournement de tendance. Vous avez ensuite la tendance neutre ou le range. Donc parfois le marché il n'aura pas de tendance. Dans ce cas, on dit qu'il est en range. On verra le prix évoluer entre une borne haute et une borne basse, appelée aussi résistance et support, mais sans réelle direction. Il faut savoir que dans 80% du temps, le marché est en range et seulement 20% du temps, il est en tendance. Pour conclure, les tendances et les ranges sont présents quotidiennement dans notre trading. Cependant, ils ont chacun leurs particularités et ne se traitent pas de la même façon. Il est plus facile de trader dans le sens de la tendance et de ne pas s'y opposer. Nous verrons comment réagir en fonction des situations au fur et à mesure de la formation. Donc là, on est sur le graphique du CAC 40, vous le voyez en haut, on est en daily. Et là, vous voyez assez aisément que on est dans une tendance haussière. Ça se voit, le prix ne fait que de monter. Et vous voyez surtout que il fait des hauts et des bas toujours de plus en plus haut. Donc, nous sommes bien dans une tendance haussière. Pour la tendance baissière, c'est pareil. Ici, vous voyez par exemple qu'on n'a pas réussi à faire de plus haut et qu'en plus, on a cassé les anciens bas. Donc là, en fait, on est sur un retournement de tendance. Et de nouveau, donc un peu plus tard, là on a fait un bas, là on a refait un haut plus bas que le précédent, on a refait un bas plus bas que le précédent, etc., etc. Donc là on peut parler d'une tendance baissière, qui est un peu moins belle que la tendance haussière, moins facilement repérable, je l'avoue, mais voilà, c'est ça. Et pour finir rapidement avec un range, donc là vous voyez, on évolue clairement entre deux zones, entre deux bornes. Tac. Là on est d'ailleurs sorti du range, on voit légèrement. Et vous voyez bien que là, le prix oscille entre les zones à chaque fois. Et là, du coup, on peut parler de range. Donc, on attendra une sortie par le haut avec un éventuel pullback pour prendre position, ou on verra d'autres façons de faire durant la formation. Voilà, c'en est tout pour les tendances. Les supports et les résistances sont la base de l'analyse technique. Ils donnent énormément de sens à notre trading. Le trader attend ces niveaux pour chercher un signal d'achat ou de vente avant de rentrer en position sur le marché. En fait, définir nos niveaux de support et résistance au préalable, ça va nous aider à cadrer notre trading, à avoir un plan de trading et qu'il va falloir suivre par la suite
pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, un support est un niveau de prix qui va soutenir le prix, comme une sorte de plancher. Le prix va être attiré et peut rebondir à la hausse sur le support. Une résistance est un niveau de prix qui va retenir le prix, comme une sorte de plafond. Le prix va être attiré et peut rebondir à la baisse sur la résistance. Les supports et les résistances sont constamment présents sur un graphique. Ils peuvent être créés à la suite de plusieurs éléments, des points hauts ou points bas, plusieurs rebonds de prix sur un même niveau, des clôtures journalières, hebdomadaires et mensuelles, des plus hauts, plus bas journaliers, hebdomadaires et mensuels et des indicateurs techniques. Le turnover des supports résistances. L'analyse technique n'est pas une science exacte, mais il est tout à fait possible que le prix casse un support ou une résistance pour continuer sa tendance initiale. Dans ce cas, on assiste à un turnover. Si le prix vient casser un support à la baisse, alors le support deviendra une résistance pour le prix. Et inversement, si le prix vient casser une résistance à la hausse, alors la résistance deviendra un support pour le prix. Je vais vous montrer rapidement des exemples graphiques pour que vous compreniez un petit peu mieux. Alors, on est sur le CAC 40 toujours. Donc je vous prends un exemple tout bête. J'ai déjà placé les supports et résistances au préalable pour que ça soit un peu plus rapide. Donc là, vous voyez, le 14 janvier 2022, on est en daily. Il y aura bien plus de supports et résistances sur les plus petites unités de temps, mais c'était pour aller vite. On voit qu'on a fait un plus haut, donc c'est potentiellement un niveau de support, un niveau de résistance, qui est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on voit quelques temps après dans le temps? On voit que le prix vient retester ce niveau, une première fois, une deuxième fois, mais qu'il n'arrive pas à passer la résistance. Donc ici, dans ces zones-là, c'était un niveau où on pouvait potentiellement rechercher des ventes. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Le prix baisse. Voilà, tout simplement. Vu qu'on est sur cette résistance, on va tout de suite regarder le turnover. Qu'est-ce qui se passe? Sur celle du dessous, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on avait un niveau de résistance, vu que le prix arrive du bas. Le prix casse sa résistance. Du coup, cette résistance ici, là, ça devient un support. On assiste à quoi par la suite? Un retour du prix sur la résistance devenue support. Donc, un potentiel signal d'achat, du moins une zone d'achat. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Le prix remonte, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, bien sûr, on verra plein d'exemples en vidéo et en live pour que vous appreniez à bien les repérer correctement, etc. etc. Mais globalement, voilà, il n'y a rien de plus à savoir à ce niveau-là. Je peux vous prendre un autre exemple, si vous voulez. C'est pour ça qu'on dit souvent que le prix a une mémoire, en fait, et qui se souvient du passé. Regardez par exemple ce niveau, le nombre de fois où il a été travaillé. Voilà, donc là on est en support. Vous êtes tous d'accord pour me dire ça. Là, le prix casse. Et ensuite, le prix revient tester ce support. Devenu du coup résistance. Et donc potentielle vente possible. Voilà. Alors, sur le papier, c'est simple parce que c'est des choses qui ont déjà été faites. Et regarder ce qui a été fait dans le passé en trading et ensuite le montrer, c'est très facile. Ça n'a rien à voir avec du temps réel. Mais voilà, vous avez compris le concept. Là, pareil, ça touche une fois, 2 fois. Ensuite, je sais pas si ça touche encore derrière, mais il y a certainement des moments où le prix revient retester également. Là, voilà, on voit ici que le prix oscille entre les deux bornes. Et dans le temps, voilà, vous regardez, là, on est aujourd'hui, on est au jour même. Qu'est-ce qu'on voit? Ce fameux support-là, qu'on a tracé, le prix, hop, il est venu dessus. Et derrière, on a eu un petit rebond. Alors bon, là, très léger, pas de quoi aller chercher l'eau. Mais globalement, vous avez compris le concept. Les indicateurs sont des outils qui permettent d'avoir une meilleure vision du marché et d'ajouter encore plus de confirmation dans notre prise de décision. Attention, un indicateur technique est basé et calculé par rapport au prix. Il accusera toujours un certain retard par rapport à ce dernier. Il ne nous donne pas de signal d'achat ou de vente, il vient seulement appuyer le sens de notre analyse du prix. Il ne faut jamais suivre un indicateur bêtement. Encore une fois, ceux qui vous disent « j'ai trouvé l'indicateur miracle qui va vous permettre de gagner de l'argent sur les marchés financiers », c'est totalement faux, ça n'existe pas, ok. Tout vient du prix en fait, donc n'allez pas plus loin. Pourquoi les utiliser? Il en existe des centaines, chacun a une particularité et apporte des informations supplémentaires dans notre trading. On peut par exemple avec un indicateur repérer une tendance, repérer un essoufflement de marché, repérer un excès de marché, avoir un timing d'entrée et de sortie, anticiper les continuations et les retournements de tendance,
repérer les supports et les résistances. Voilà, c'est toutes des choses qui sont super importantes dans notre trading et dont nous allons avoir besoin. Les indicateurs les plus utilisés, alors ce qu'on verra dans la formation, il y aura les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les retracements de Fibonacci, les points pivots, le MACD 0 retard et le RSI. Ne vous inquiétez pas, il y a un module indicateur dédié pour tout cela. Je vous explique tout, comment ça fonctionne, comment je les utilise, etc. etc. Et honnêtement, c'est suffisant dans le sens où rien ne sert de surcharger votre graphique. C'est déjà pas mal, je trouve. Et on verra dans le module justement des indicateurs comment les implémenter tout cela en même temps dans la méthode globale de la formation. Donc je voulais passer à quelques exemples graphiques avant de terminer le cours pour vous montrer à quoi ressemblent des indicateurs. Donc là par exemple ici, vous avez le MACD 0 retard. Ce sont tous des indicateurs gratuits, il n'y a aucun problème. Et vous voyez en fait que l'indicateur suit tout simplement le prix. On voit qu'ici, quand le prix monte, l'indicateur, lui, monte également. Voilà, tout simplement. Quand le prix baisse ici, l'indicateur baisse ici également. Je ne rentre pas dans les détails, c'est simplement pour vous expliquer et vous montrer comment ça fonctionne. La moyenne mobile, c'est le grand trait rouge mobile, tout simplement, qui bouge. En fait, pareil, elle suit les prix sur un nombre de périodes définies. Donc là, c'est une moyenne mobile 50. Donc en fait, c'est la moyenne des 50 dernières bougies. Bien sûr, si vous changez d'unité de temps, la moyenne mobile ne sera pas la même parce qu'elle est calculée sur les 50 dernières périodes en H4 et plus en daily. Ça aussi, on verra que ça va avoir tout son sens dans notre trading. Et enfin, je vais vous montrer celui que je préfère, les bandes de Bollinger. Donc en fait, ça englobe le prix, si vous voulez, ça enveloppe le prix. Et grâce aux bandes de Bollinger, en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'on va pouvoir prendre des trades en excès, par exemple ici, etc. etc. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein, évidemment, mais là c'est vraiment pour vous vulgariser la chose. Et ce qu'on voit au milieu, là, la courbe qu'on voit au milieu, c'est tout simplement une moyenne mobile également, mais en 20 périodes. Donc plutôt que prendre les 50 dernières comme la précédente, elle va prendre les 20 dernières. Voilà, tout simplement.